Donc, depuis les dernières décennies, il y a plusieurs pays qui ont progressé pour les droits des personnes trans et non-binaires, mais les avancées sont fragiles face au mouvement conservateur. Donc, malgré une hausse des visibilités, il y a l'accès aux soins médicaux d'affirmation de genre, que je vais appeler SMAG pour cette présentation, sont essentiels pour atténuer la dysphorie, mais ça demeure limité et entravé par des barrières sociales, médicales et institutionnelles. Au Québec, il y a des progrès législatifs qui ont été réalisés. Par exemple, l'interdiction des discriminations fondées sur l'identité et l'expression de genre en 2016. Il y a la loi 103 qui permettait également aux mineurs de modifier leur nom et mention de sexe, mais on excluait les personnes non-binaires, intersexes et les personnes migrantes. Donc, on peut changer de diapo. Donc, là, je répète un peu ce que j'ai dit tantôt. Donc, malgré les avancées, il y a des reculs qui demeurent possibles. Donc, on peut penser au projet de loi 2 en 2022 qui tentait de réintroduire les chirurgies stérilisantes pour modifier la mention de sexe, une exigence qui a pourtant été abolie depuis 2013. Et heureusement, la proposition a été assouplie comme je l'ai mentionné. De plus, suite à une ordonnance de la Cour, le Québec a introduit en 2022 le marqueur X sur certains documents officiels. Mais l'application sur les cartes d'assurance maladie et permis de conduire a eu lieu qu'en 2024. Entre 2020 et 2024, les politiques canadiennes y ont fluctué avec des lois récentes, par exemple en Alberta, en Saskatchewan, qui limitaient l'accès aux SMAG et leur autonomie scolaire dans un contexte où il y a une montée de discours anti-trans. Il y a le Service canadien du renseignement de sécurité qui a signalé une hausse des menaces violentes envers la communauté d'ES-LGBTQI+, et qui continue de persister. Donc, dans un contexte mouvant où coexistent des avancées juridiques ainsi que des résistances politiques, il est essentiel de réfléchir sur les effets concrets de ces dynamiques sur la vie des jeunes trans et non-binaires. Ainsi, considérant que le climat social s'est détérioré et que l'accès au SMAG est menacé, comment les jeunes vivent-ils ça? Donc, on peut changer de page. Donc, la présentation s'appuie sur le modèle de stress minoritaire et de théorie de l'intersectionnalité. Le stress minoritaire souligne l'impact des discriminations, par exemple la transphobie, sur la santé mentale, tandis que l'intersectionnalité montre comment les oppressions croisées accentuent la vulnérabilité. Donc, malgré une double marginalisation, ici, on parle du genre et de l'âge, le soutien social peut favoriser la résilience. On peut changer de diapo. Donc, cette étude s'inscrit dans le projet Grandir Trans, qui est la première étude longitudinale prospective internationale examinant les jeunes trans et non-binaires en matière de soins d'affirmation de genre et de bien-être général. C'est un projet qui a été mené simultanément sur 6 sites. Donc, on parle de l'Australie, du Canada, des États-Unis, de l'Inde, du Royaume-Uni et de la Suisse. Il y a également l'analyse qualitative longitudinale basée sur les trajectoires qui a été utilisée, qui permet de mieux saisir les transformations graduelles et de retracer l'évolution des situations dans le temps, ce qui permet d'offrir une compréhension approfondie des expériences des jeunes trans et non-binaires. Donc, cette présentation porte sur les données québécoises entre 2022 et 2024. On peut changer de diapositive. Donc, pour la méthodologie encore, le recrutement s'est fait à partir de 4 critères d'inclusion. Donc, le premier était d'approcher ou commencer la puberté telle que déterminée par une auto-évaluation de leur développement pubertaire, de ressentir une incongruence de genre ou de dysphorie, d'exprimer un désir d'accéder à des SMAG et de fournir un consentement éclairé pour participer à l'étude. Le recrutement s'est fait par l'intermédiaire de Gender Creative Kids et via les réseaux sociaux. Il y a une participante non binaire qui ne souhaitait pas avoir accès au SMAG, qui a été également incluse pour suivre l'évolution de son parcours. Il y a eu plusieurs entrevues étalées sur 3 années pleines pour voir l'évolution des parcours. L'analyse a débuté par un codage thématique suivi d'une analyse longitudinale selon l'approche de Saldana, permettant de repérer ce qui change, persiste et s'accentue. De plus, il y a une matrice de 25 thèmes qui a été utilisée pour suivre ces trajectoires. On va pouvoir changer de page. Donc, la cohorte québécoise se compose de 7 adolescents, adolescentes, trans et non-binaires et les membres de leur famille immédiate, ce qui équivaut à 23 participantes. L'âge des 7 jeunes variait entre 11 à 16 ans en 2022, donc au début du projet, et de 13 à 18 ans en 2024, lorsqu'il y a eu la dernière école de données. On peut changer.
Donc, je vais entrer tout de suite dans les résultats. Donc, oui, c'est ça. Donc, la perception de l'acceptation des personnes trans et non-binaires varie selon le contexte social et les expériences. Au début, la réalité est nuancée, partagée entre ouverture et rejet. Donc, pour la première thématique, elle se nomme l'évolution des perceptions sociales et stratégies d'adaptation face à l'acceptation et à la transphobie. Donc, je vais commencer. Ah, non, excuse, tu peux revenir en arrière. Donc, pour Sam, en 2022, il mentionne tout le monde a ses opinions. Ça dépend vraiment du monde. Je pourrais pas le savoir en fait parce que quand tu sors en société, tu vas pas crier que tu es trans puis voir comment le monde réagit. Mais en général, c'est bien pris. C'est surtout sur Internet que tu expérimentes de la cyber-intimidation puis du monde extrêmement transphobe. Dans le fond, why are you so obsessed? Je vis ma vie, puis toi, tu me dis que j'ai pas le droit. Dans la vraie vie, c'est pas mal rare que tu vas te faire dire que tu n'as pas le droit de vivre puis que tu devrais te suicider. Donc, l'acceptation varie selon les contextes où la transphobie est plus marquée sur Internet. En 2024, Sam va dire, ça dépend où est-ce que tu regardes. Si on parle au Québec, il y a des places où c'est super open. Sur Internet, c'est soit le paradis ou le chaos. Il n'y a pas d'entre-deux. Je vois qu'il y a beaucoup d'acceptance, mais je vois aussi qu'il y a beaucoup d'hésitation, des fois des transphobes ou whatever. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va être, mettons, à moitié transphobe, à moitié pas transphobe et à moitié transphobe. Donc, on peut changer. Pour Cameron et sa mère, la question de soutien envers les personnes trans et non-binaires est en constante évolution. Donc, en 2022, Cameron va mentionner, c'est sûr que c'est de plus en plus qu'il y a du soutien, mais c'est sûr qu'il va toujours avoir du monde qui vont plus soutenir ou moins soutenir. Mais oui, ça va de mieux en mieux. Donc, avec le temps, la réflexion intègre plus les enjeux sociaux et politiques des droits acquis. En 2024, Cameron va dire, je pense que la société soutient. Quant à sa mère, elle va dire, des fois, j'entends des choses au niveau plus politique, mais j'ai choisi de ne pas me stresser avec ça. C'est certain que tous les acquis sont toujours réversibles, mais je fais le choix de continuer à croire que ça va progresser. Donc, prochaine diapo. Pour la mère de Michael, donc, le soutien reste inégal. Donc, sa mère mentionne en 2023, donc vraiment entre les deux années, non, la société n'est pas assez soutenante. C'est sûr qu'on n'est pas au Texas. Je pense qu'au niveau systémique, on a encore beaucoup de travail à faire pour être plus inclusif. Je trouve qu'on n'en fait pas assez. Je suis contente de savoir qu'on vit au Québec, mais je pense que dans l'avenir, il n'y a rien d'acquis. Il faut continuer à militer tout le temps. On le voit aux États-Unis, on peut perdre des acquis, on peut reculer. En 2024, donc Michael va dire, je pense que ça dépend des gens, mais que la plupart des gens, ils sont soutenants. Je trouve que la plupart des gens que je connais, que je côtoie dans la société, ils sont vraiment soutenants. Pour sa mère, je pense que la société a évolué pour l'expression de genre, mais je trouve qu'on a oublié un peu par où ce qu'on est passé. Il y a un vent de droite qui, moi, me fait peur, socialement. Mon enjeu, il est beaucoup plus avec les adultes qui ne comprennent pas. J'ai souvent la question, mais pourquoi t'as permis ça si jeune? C'est dangereux, tu sais, une espèce de désinformation sur les traitements. On va pouvoir changer. Oui. Donc, quant à la deuxième thématique de la confiance à la vigilance, les perceptions changeantes des droits trans et des menaces politiques, la sœur de Sloan souligne que malgré ses limites, le Canada reste l'un des pays les plus ouverts, surtout en comparaison à d'autres où la transidentité est réprimée. Donc, en 2022, sa sœur va mentionner le Canada est un des pays qui se porte le mieux à comparer des États-Unis ou par exemple aux Philippines. Je connais une fille aux Philippines qui est trans. C'est vraiment dur. Elle vit mal. Elle n'a pas le droit de changer de sexe. Au Canada, c'est plus ouvert d'esprit. Pas encore totalement. On a encore du cheminement à faire, mais je pense que c'est un des pays où est-ce que c'est le mieux pris en compte. Quand en 2024, donc 2 ans après, la mère de Sloan va dire, il y a eu un recul du Royaume-Uni. Il y a eu la Suède, pardon. Ça fait peur. On va faire un voyage probablement à l'automne. On va aux États-Unis. Est-ce que j'irai avec mon fils trans en Floride? Je ne sais pas. Sloan qui dit, ça dépend des élections avec Kamala. Et sa sœur qui rajoute, je pense que ça va être correct. Il n'y a pas besoin de mentionner qu'il est trans aux États-Unis. Je pense que ce serait des complications pour rien. Mais je pense à tous ceux qui vont passer après nous, qui ne vont pas pouvoir avoir accès à ces services de santé et qui vont devoir vivre mal toute leur vie.
Donc, on voit quand même qu'il y a une évolution des inquiétudes face aux évolutions politiques internationales et les menaces potentielles que ça pourrait avoir sur les droits des personnes trans. Donc, oui, parfait. Donc, pour le père Dash, il note que le Canada est relativement accueillant. Donc, je dirais que le Canada est assez accueillant pour qu'on n'ait pas à s'en inquiéter. Ça pourrait être certainement être plus ouvert, mais au moins, on ne voit pas ici les mêmes tendances rétrogrades qu'on observe dans certaines régions des États-Unis. Quant à la mère Dash, elle exprime ses préoccupations face aux régressions observées. Donc, c'est vraiment effrayant. En fait, comme ce qui se passe aux États-Unis et au Royaume-Uni, je suis beaucoup l'actualité à ce sujet parce que c'est quelque chose qui me concerne. Je sais qu'ils font des changements dans certaines autres provinces canadiennes, mais heureusement, pas ici pour l'instant. Donc, ça rappelle la fragilité des droits et justement leur inquiétude. Donc, oui, parfait. Donc, finalement, la troisième thématique, impact du climat social et perception de l'évolution sur le bien-être à travers le temps. Sam aborde l'impact des contextes politiques internationaux sur son bien-être. Donc, en 2023, Sam va mentionner le contexte politique aux États est triste à voir. Moi, ça me fait de quoi? Mais je ne pense pas que j'étais tellement stressée que j'avais peur que ça vienne ici. En fait, ça m'étonnerait. Avec l'ouverture qu'on voit et comment ça avance dans la société au Québec en général, mais c'est sûr que c'est vraiment pas beau, c'est frustrant. En 2024, il va dire, ça m'a fait qu'à un certain point, mais pas au point que je vais aller pleurer pour des heures dans ma chambre. Je trouve que c'est difficile de voir les gens s'attaquer comme ça et c'est poche de devoir écouter les opinions des gens transphobes qui vont venir t'attaquer. Si je vois quelqu'un qui est ben trop agressif, je vais me retirer. Donc, les parents qu'on a rencontrés témoignent de leur soulagement d'avoir eu des services adaptés, évitant la détresse et le refus des soins. Mais le soulagement, il peut être teinté d'inquiétude face à la précarité des droits des personnes trans dans un contexte politique incertain. Les études montrent que le projet de loi visant à restreindre les SMAG entraîne l'anxiété et de la colère. Ce stress est amplifié par des discours transphobes et une visibilité accrue des enjeux trans et non-binaires dans les débats politiques. Chez les jeunes trans et non-binaires, les effets sont tangibles. Lee et al., une étude de 2024, révèle une hausse significative des tentatives de suicide dans les États américains ayant adopté ces lois. Il y a d'autres recherches qui soulignent également une hausse des symptômes d'anxiété et de dépression chez les adultes trans exposés à ce climat. Il y a également l'enquête de Trevor Project en 2025 qui révèle que 94 des jeunes trans et non-binaires affirment que les politiques récentes ont nui à leur bien-être. Donc, j'ai pas fini. Donc, à l'inverse, une meilleure connaissance des droits et des protections existantes est liée à une amélioration de la santé mentale. Donc, bien que des données proviennent des États-Unis, elles résonnent au Québec. Les jeunes trans et non-binaires se disent chanceux, chanceuses de vivre dans une province perçue comme inclusive, tout en restant conscients de la fragilité de cette stabilité. Les familles, bien qu'elles ne sont pas touchées par les lois répressives en ce moment, redoutent la montée des politiques conservatrices. Cette incertitude pousse certaines familles à adopter des stratégies, par exemple, de limiter l'exposition aux médias et de filtrer les nouvelles pour se préserver. Donc, en conclusion, si des avancées sociales sont notables, il coexiste une crainte constante liée à la montée des politiques conservatrices, à la désinformation et au discours hostile. Les jeunes trans et non-binaires et leurs familles évoluent ainsi dans des équilibres fragiles entre espoir et vigilance. Donc, le soutien de l'entourage et l'accès au SMAC est un rôle central dans la capacité à faire face aux défis. Finalement, garantir leur bien-être implique une mobilisation collective en faveur de leurs droits, leur inclusion et contre toute forme de marginalisation. Merci beaucoup.